Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire consacré à la conservation des vins rosés. Alors tout d'abord, pourquoi un webinaire sur la conservation des vins rosés? C'est évidemment pas un sujet nouveau, mais c'est un sujet qui tente à être de plus en plus important et spécifiquement dans le contexte actuel, dans ces derniers mois qu'on a pu vivre. Donc le vin rosé, c'est un vin synonyme de fraîcheur, de pâle couleur, tout en étant très attrayante. Mais cette couleur et cette finesse et cette fraîcheur ont souvent associé le vin rosé à un vin fragile. D'où une nécessité de la conservation dans le temps de ces vins et dans leur préparation. D'autre part, le vin rosé de Provence est un vin qui est très demandé en France et à travers le monde. Il est donc nécessaire de pouvoir faire voyager ces vins, de pouvoir les faire voyager dans des conditions parfois extrêmes en termes de température. Et finalement, nous sommes également dans un contexte où les sulfites sont de plus en plus reniés par les consommateurs, parfois à juste titre, mais les sulfites sont une grande partie de la force de protection antioxydante des vins rosés. Finalement, nous devons aussi parler des soucis actuels que sont la crise du Covid et donc des soucis de stockage. Certains producteurs ont pu avoir à garder leur vin plus longtemps en cuve. De nombreux travaux ont été effectués par le Centre du Rosé, l'IFV et de nombreux partenaires, des équipementiers, des producteurs au cours de ces dernières années. Et aujourd'hui, ce webinaire va être consacré à vous synthétiser une grande partie de ces résultats accumulés au cours de ces années. Alors, tout d'abord, quels sont les paramètres qui vont vraiment influencer la durée de vie des vins? Eh bien, on a identifié 3 leviers fondamentaux: la durée de stockage, la température et l'oxygène présent dans le vin. Donc ces 3 paramètres vont vraiment influencer l'évolution de la couleur au cours du temps et également l'évolution de la composition chimique et du coup le profil sensoriel des vins. Ces 3 paramètres, cette évolution n'est pas concrète, elle peut être modulée et notamment par l'ajout d'antioxydants et notamment le SO2. Cette évolution, elle va être dictée non pas uniquement par ces 3 paramètres, mais également par le niveau qualitatif, par la matrice en elle-même. Et donc la façon qu'a cette matrice à réagir avec les sulfites. Il est donc très important, quand on parle de sulfites, de connaître la stabilité de ces sulfites et de pouvoir mesurer les sulfites au plus proche du conditionnement, pour être sûr d'avoir les valeurs cibles. Alors, cette évolution, elle n'est pas arrêtable. Mais ce qu'on veut, ce que les producteurs veulent, c'est vraiment limiter au maximum cette évolution dans le temps. Et comment elle se traduit au niveau de la couleur? On a un marqueur qui est représenté sur le graphique ici à gauche, le marqueur de la couleur jaune, qui est vraiment un marqueur d'oxydation des vins. Et on peut voir sur 3 vins qui ont peu de points en commun, donc ce sont des styles différents, des vins rosés faits avec des cépages différents et provenant de régions différentes, mais tous ces vins ont une évolution de la couleur jaune au travers du temps. À droite, nous avons représenté l'évolution d'un vin au cours de 20 mois. Et on peut voir, du coup, représenter cette augmentation de couleur jaune, de nuances jaune-orangé, et également des vins qui vont devenir un peu plus sombres. Cette perte de clarté, elle est en réalité due principalement à la chute du SO2 libre. Le SO2 qui va provoquer une décoloration partielle de la pigmentation rouge, et donc au fil du temps, ce SO2 va être consommé et va révéler la pigmentation rouge. Donc des vins plus orangés, plus jaunes et plus sombres. Enfin, au niveau de la qualité aromatique, ce qu'on peut constater sur la généralité des vins, c'est une perte notamment en ester, une perte générale que l'on a représentée ici à gauche avec l'acétate d'isoamyle, qui est un marqueur de bonbons anglais, de fruits frais. Et donc, pour tous ces vins, encore, on a 3 vins, les 3 matrices différentes, on a une forte perte de ce fruité frais. En contrepartie, on a une augmentation de notes de fruits mûrs, d'épices, de notes empyromatiques, qu'on a représenté ici avec l'évolution du TDN dans ces 3 mêmes vins, qui augmentent plus ou moins selon la matrice. Donc voilà, cette petite intro était vraiment faite pour poser les bases des paramètres importants lors de la conservation.
Maintenant, je vais laisser la parole à Laure Keila qui va vous expliquer les bonnes pratiques de conservation en cuve et de stockage en cuve pour limiter cette évolution. Merci Mathias pour cette introduction. Et effectivement, nous allons voir quels sont les facteurs qui vont pouvoir permettre de limiter l'évolution des vins rosés en cuve. La première illustration porte sur l'élevage sur lit fine ou la filtration des vins précoces qui est souvent réalisée pour avoir des vins très tôt présentables aux négociants, aux courtiers ou aux concours. Donc là, vous avez rapporté un essai où on a conservé en cuve un vin filtré, clarifié, en comparaison d'un vin élevé sur lit fine. Au niveau de la couleur, on a noté quelques différences, pas vraiment sur le jaune, mais plutôt une perte de rouge en présence de lits. On sait que les lits captent les polyphénols et donc on a une légère chute de rouge. Et l'élevage sur lit améliore aussi l'équilibre, la rondeur, la longueur du vin. Dans ce cas d'étude, mais aussi dans d'autres que l'on a pu rencontrer à d'autres occasions, il faut se méfier de l'apparition de la réduction. Effectivement, les lits conduisent à un milieu dit plus réducteur et on peut avoir ces goûts qui apparaissent dans le vin. Au niveau des arômes positifs, on note une perte des notes fermentaires en présence des lits, mais par contre, les notes de fruits jaunes, les notes de fruits compotés sont en retrait. Donc, c'est une solution plutôt favorable pour conserver les vins dans le temps en cuve et éviter qu'ils évoluent trop vite. On attire toutefois votre attention sur le fait que cet élevage sur lit doit être maîtrisé, tout d'abord pour des questions microbiologiques, éviter qu'il y ait des déviations, et pour le caractère de réduction. Si on poursuit sur un autre critère que l'on a étudié au cours des essais, on peut parler maintenant du CO2. Il est communément admis que le CO2 est favorable pour maintenir des échanges gazeux à la surface de la cuve. Donc là, il s'agit d'essais menés dans le cadre d'un groupe de travail où on avait des matrices de rosé de différentes régions, Fronton, Val-de-Loire et bien sûr un vin rosé de Provence. Et le fait d'avoir élevé le vin avec un faible niveau de CO2, on était autour de 800 contre une modalité où le CO2 était maintenu à 1300, mais on voit que sur l'ensemble des essais, il n'y a pas une influence toujours significative sur le jaune. Donc, dans les conditions expérimentales, le fait d'avoir maintenu deux niveaux de CO2 n'a pas eu d'influence sur l'évolution des composés colorés. Au niveau dégustation, on a pu noter toutefois que le fait de maintenir du CO2 dans le vin sur les 6 mois de stockage, on avait une augmentation de l'astringence en bouche sur ces vins, donc peut-être un peu plus de dureté. Sur le CO2, on a d'autres essais complémentaires qui montrent que quand au moment de la mise en bouteille, on maintient un niveau de CO2 plutôt élevé, autour de 1000, ça peut contribuer aussi à la fraîcheur du vin. On améliore la sensation d'acidité et qui, par des effets peut-être cognitifs, met le consommateur dans des conditions d'arômes plus frais. Pour ces essais de gaz carbonique, donc qui ne sont pas très démonstratifs, on en a plutôt conclu qu'il n'y avait pas besoin sur des longues périodes de maintenir des niveaux de CO2 élevés. Mais si on passe à la diapo suivante, les essais ont montré qu'il était important de couvrir les transferts de vin.
Donc, vous avez sur la gauche des données, je vais dire, de référence sur les risques que l'on prend lors d'un soutirage, d'un pompage ou d'une clarification par centrifugation. Ce sont des risques connus. On met en mouvement le vin et donc on peut, ça peut être occasionner des dissolutions d'oxygène. Mais aujourd'hui, les opérateurs, par la mise en œuvre de bonnes pratiques, plutôt bien positionner la pompe par rapport au vin que l'on prélève d'une cuve, s'assurer que tous les joints sont bien serrés, on peut limiter ces prises d'oxygène. Quand on sait qu'il y a une étape à risque, on peut couvrir le transfert par une co-circulation de gaz inerte ou au pire, avoir recours à la désoxygénation. Sur la droite, des résultats empruntés à mon collègue Jean-Michel Dessaigne. Merci. Donc, des résultats empruntés à Jean-Michel Dessaigne. Il est en vraie grandeur. Il a rempli des cuves avec de l'eau pour s'affranchir de la consommation. Et il regarde en fonction de la température la dissolution de l'oxygène en surface de la cuve. Et on voit que les phénomènes physiques d'échange entre une surface d'un liquide et l'air ambiant font que la dissolution d'oxygène est croissante en fonction de la température. Plus la température est importante, plus les phénomènes d'oxygène en statique de dissolution d'oxygène en statique sont importants. Donc, par un calcul, il a estimé que sur une cuve de 200 hectos, avec une cheminée de 50 cm de diamètre, un chapeau ouvert, on pouvait estimer qu'un élevage de 3 mois peut apporter de l'ordre de 1 à 2 mg d'oxygène, ce qui est quand même une dissolution relativement importante de ce que l'on peut avoir au moment d'un conditionnement bien maîtrisé et qui explique l'évolution des vins au cours du stockage. Donc, pour limiter ces phénomènes-là, il faut penser à bien mouiller ces cuves, notamment avec les changements de température que l'on connaît actuellement, voire inerter les cheminées. On peut poursuivre avec d'autres résultats empruntés à Jean-Michel Dessaigne. Là, il mesure des températures dans des cuves sur des sites de production avec deux cas, un chai béton dont la courbe est bleue et rouge et un chai inox, les courbes bleues. Et il a montré qu'il y a dans la cave un gradient de température du sol vers le plafond et donc de l'ordre de 4 degrés. Et donc, pour des conservations longues, on privilégiera les cuves qui sont en bas de cave, qui vont être moins sujettes à l'évolution de la température. Pour poursuivre sur ces questions de température, on a là un essai où on avait équipé un sonde de température des cuves sur un site de production. On a une cuve qui est représentée en bleu où la température évolue un petit peu au cours de la saison. On est de juin à septembre, mais qui se trouve entre 23 degrés et 26 degrés, alors que l'autre cuve, on constate des fluctuations plus importantes au cours de la saison et aussi au cours de la journée. Sur le graphique de droite est représentée la couleur jaune. On voit que sous l'influence de ces variations de température, la cuve qui est conservée à des températures variables et élevées, on a une croissance de la couleur jaune. Et quand on prélève ce vin pour le conditionner, il y a des réorganisations de la matière colorante qui fait qu'on perd un peu en jaune, on va filtrer le vin, on va le stabiliser par rapport aux précipitations tartriques. Donc, on a une décroissance de ce jaune. Mais après conditionnement, les phénomènes initiés en cuve
vont se poursuivre et les écarts entre les deux cuves vont s'accentuer. Donc, il est important de maîtriser les conditions de conservation en cuve, surtout sur des mises tardives au courant de l'été, parce que les phénomènes qui se seront engagés vont se poursuivre par la suite. Au niveau organoleptique, les deux vins sont conformes à ce qui est attendu pour un rosé de Provence. Toutefois, la cuve qui a été exposée aux températures élevées a perdu des notes de pamplemousse et de citron et a par contre gagné sur des notes un peu plus confiturées, matures, de banane, d'ananas et de réglisse. En conclusion sur cette partie, je vous présente des résultats issus du groupe national, donc où il y avait 6 matrices de vins rosés très différentes et où on a croisé 2 effets, la température, on a comparé 12 et 20 degrés et le niveau de sulfite maintenu au cours des 6 mois d'élevage autour de 25 ou 35 degrés. Ces 3 graphes illustrent que selon l'indicateur que l'on se fixe, mais on a des effets variables du SO2 ou de la température. Le SO2 influence davantage les composés colorés et donc si on veut limiter l'augmentation du jaune, il vaut mieux couvrir son vin par des doses de SO2 plus importantes. Si on s'intéresse par contre aux arômes, et là est pris l'exemple de l'acétate d'isoamyle, mais là c'est la température qui a l'effet le plus marqué sur cette grandeur-là. Et en conclusion, on peut parler de l'évolution sensorielle de ce vin, et là c'est bien la couverture en SO2 et à une température basse et fraîche qui est favorable à la conservation du vin. Donc, je devais dire que par ces résultats, on illustre la complexité des phénomènes et il faudra essayer d'avoir un diagnostic sur ses propres pratiques pour voir sur quel levier on est plutôt performant et auquel cas, sur ces leviers-là, on va pouvoir diminuer le coût de production s'il s'agit de froid ou le niveau de sulfite pour garder les vins dans de bonnes conditions. Mathias, je te redonne la parole pour poursuivre sur les conditions de conservation en bouteille. Merci Laure. Alors, nous avons vu depuis le début de ce webinaire que l'oxygène est vraiment un des facteurs importants pour l'évolution du vin. Et quand on parle d'oxygène en bouteille, on peut un peu retracer toute l'histoire du vin, toute l'histoire de l'oxygène dans ce vin. Donc tout d'abord avec l'oxygène dissous, qui est l'oxygène présent dans le vin et qui est issu des différents transferts, des différentes opérations lors de la vinification. L'oxygène de l'espace de tête, qui lui est issu de la mise en bouteille, selon les conditions de mise en bouteille, vide ou non, on va le voir par la suite. Et enfin, la perméabilité de l'obturateur, qui lui est plutôt le futur dans la stabilité et l'évolution du vin dans le temps. Donc, nous avons réalisé des expérimentations avec la société Gaille France, notamment sur le travail de l'oxygène à la mise en bouteille et de l'usage de gaz neutre. Donc, sur la droite, nous vous avons représenté 2 conditions, donc 2 fois 3 bouteilles. Donc, le taux d'oxygène en bouteille au conditionnement, espace de tête en bleu plus oxygène dissous dans le vin en orange, sans précaution pour les 3 premières et avec usage de gaz neutre sur les 3 suivantes. Donc, on peut facilement voir l'intérêt de l'utilisation de gaz neutre pour avoir un niveau faible d'oxygène en bouteille après la mise. Donc, qu'est-ce que ça évoque en termes de propriétés sensorielles? Nous avons représenté ici sur la gauche un graphique des propriétés sensorielles de ces vins stockés 12 mois à 20 degrés. Donc en bleu, encore une fois, avec l'usage de gaz neutre, et en rouge, sans précaution. Eh bien, les qualités de l'usage de gaz neutre, on peut les voir. Donc, des vins qui ont une meilleure harmonie, un meilleur équilibre, des vins qui ont une aromatique plus fraîche, plus de confiserie, plus d'agrumes et fruits exotiques, et en contrepartie, des vins
qui sont moins évoluées, moins d'épices, moins de pyromatiques, moins de fruits mûrs compotés et également moins d'astringence et moins d'amertume. Donc, il est vraiment nécessaire de travailler avec un niveau de vide le plus poussé possible lors de la mise en bouteille, mais évidemment compatible avec l'obturateur choisi. Donc, cet oxygène peut vraiment être délétère, on l'a vu pour la conservation des vins et les propriétés sensorielles du vin. Mais un fort taux d'oxygène à la mise en bouteille peut être partiellement compensé par une adaptation du SO2 libre. On peut le voir sur ces graphes. Donc, on a représenté les propriétés sensorielles d'un vin embouteillé avec un niveau faible d'oxygène, en noir, pardon, 1,5 mg par bouteille, et en rouge avec un taux élevé d'oxygène à la mise en bouteille, donc 5 mg par bouteille. Donc, encore une fois, on a une perte d'harmonie, de longueur, d'équilibre, une moindre qualité aromatique et plus de notes de fruits compotés, d'empyromatiques et d'évolution. Alors, que se passe-t-il si le niveau de SO2 est réélevé pour ce genre de conditions, donc avec un oxygène fort à la mise en bouteille? Eh bien, on peut éliminer en quelque sorte ces notes de fruits compotés, empyromatiques, les notes d'évolution. On ne retrouve pas l'harmonie d'une mise en bouteille avec un niveau d'oxygène faible, ni la longueur ni l'équilibre, mais on se dédouane de ces notes d'évolution cependant. Il faut donc anticiper la prise d'oxygène au moment du conditionnement et savoir adapter sa teneur en sulfite. Nous avons également au Centre du Rosé réalisé des expériences en collaboration avec la société Biam, et notamment pour des questions de perméabilité d'obturateur. Donc, ce que nous allons présenter ici, ce sont les résultats d'essais sur 4 obturateurs différents avec des perméabilités différentes. Ici, vous avez un graphique représentant l'évolution de l'incursion en oxygène au cours du temps dans des bouteilles vides. Donc, plus il y a d'oxygène, plus le bouchon est perméable. Et donc, je vous ai représenté ici en bas un petit code couleur allant du moins perméable en bleu foncé au plus perméable en rouge, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Alors, qu'en est-il du SO2 libre et de l'évolution du SO2 au cours de la conservation pour ces différents obturateurs? Alors, nous avons réalisé les essais sur différentes matrices, mais également à 2 niveaux différents de SO2. Un niveau que nous avons considéré fort et l'autre faible. Donc, on peut voir que le niveau de SO2 libre chute fortement dans les premiers mois. En fait, cette chute, elle n'est pas vraiment due à l'obturateur majoritairement, mais plutôt à la consommation du SO2 due à la présence d'oxygène au conditionnement et l'oxygène dans l'espace de tête. Donc, une très forte consommation du SO2 dans les premiers mois. Maintenant, si on s'intéresse à la perméabilité du bouchon, on peut voir que globalement, un bouchon moins perméable va permettre une meilleure rétention du niveau de SO2 libre au cours du temps. Donc, valable dans les premiers mois et tout au long du vieillissement. Alors, quelles sont les conséquences sur le marqueur d'oxydation que nous avons présenté plus tôt, donc la couleur jaune? Eh bien, comme on l'avait dit, quel que soit l'obturateur, quelle que soit la qualité du vin, on a une augmentation de cette couleur jaune. Cependant, si le SO2 est faible, évidemment, donc là représenté en trait plein, cette couleur jaune va être d'autant plus importante. Donc SO2 fort, en pointillé, on a une évolution de la couleur jaune qui est moins importante, mais qui est quand même inexorable. Par contre, si on s'intéresse encore une fois à l'étanchéité des bouchons, et notamment à ce bouchon bleu, le bouchon le plus étanche, on peut remarquer que pour un niveau de SO2 faible, le trait plein bleu, sur un vieillissement, on peut avoir une certaine mimique de bouchon plus perméable avec un SO2 fort. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il semble possible d'obtenir un même vieillissement avec une teneur en SO2 moins élevée. Tout ceci juste en adaptant la qualité du bouchon, la perméabilité du bouchon, pas plus que la qualité. Donc on a représenté ici en bas à gauche l'évolution entre le vin à T0 et la même matrice bouchée après 20 mois avec un bouchon le moins perméable ou le plus perméable. On peut observer cette différence de couleur. Une différence de couleur qui peut sembler légère ici entre le moins perméable et le plus perméable, mais qui correspond quand même qui peut correspondre quand même à un collage à la PVPP. Donc c'est une différence de couleur qui est quand même significative.
Maintenant, pour ce qui est des arômes, on en a parlé dans la première partie de ce webinaire. Donc, beaucoup d'arômes chutent dans le temps. Ici, c'est le cas de l'acétate d'isoamide, de la bêta-damascénone également. Certains arômes n'évoluent pas vraiment au cours du temps. Par contre, ce qu'on peut observer ici, ce sont des matrices différentes, donc 3 matrices différentes, et les 4 bouchons à chaque fois. Donc en fait, sur ces différents arômes, le type d'obturateur ne va pas influencer l'évolution de ces arômes au cours du temps. Par contre, nous avons pu remarquer que ce n'était pas le cas pour le 3-mercaptohexanol et que les bouchons plus perméables pouvaient conduire à une perte plus rapide de ce 3-MH. Maintenant, sur une note plus globale de qualité des vins et de réduction au cours du temps. Donc, on a classé ces vins en termes de qualité. Ces classements sont assez représentatifs et corrélés entre la qualité et la réduction parfois. Mais ce que l'on peut observer, donc ici sur une IGP à SO2 faible et la même matrice mais protégée à SO2 fort, c'est qu'on a des comportements assez similaires, mais qui peuvent influencer le choix suivant la qualité du vin. Donc, si on prend l'obturateur bleu, donc l'obturateur le moins perméable, on a des vins qui paraissent souvent trop réduits après 1 an, mais dont la qualité s'améliore au bout de 20 mois. En contrepartie, si on prend cet obturateur le plus perméable, l'obturateur rouge, on a des vins qui sont plus qualitatifs après 1 an, mais qui au bout de 20 mois, et notamment à SO2 faible, peuvent avoir perdu de leur fraîcheur et de leur qualité. Donc on peut voir qu'avec SO2 fort, on retient un peu plus de fraîcheur sur ces vins. Donc la durée de vie souhaitée du vin va influencer le choix du bouchon. Donc je vais maintenant redonner la parole à Laure pour répondre à la question qui nous intéresse tous, comment garder son vin le mieux possible, en bouteille ou en cuve? Il n'y a pas de réponse unique à cette question, Mathias. On a mené un essai avec un domaine de Provence il y a quelques années pour essayer de répondre à cette question. On est parti d'une cuve. Au mois de mars, on a fait conditionner une partie de cette cuve et tout le reste du vin est resté en cuve jusqu'en septembre où on a de nouveau conditionné le vin. Et on a analysé les vins 1 an après la mise de septembre. Ce que l'on constate, c'est que le fait d'avoir conservé le vin en cuve permet d'ajuster le SO2 aux évolutions dues aux évolutions naturelles et que donc le vin qu'on a gardé plus longtemps en cuve est un peu plus riche en SO2 total. Mais par contre, il a gagné moins de jaune. Donc finalement, le fait d'avoir conservé en cuve permet, on peut intervenir sur cette cuve et corriger le vin. Je passe sous silence aussi l'intérêt de pouvoir réassembler avec une cuve qui a un meilleur potentiel ou jouer sur l'acidification par exemple, ou un petit collage. Donc là, on n'était pas intervenu sur la cuve. Donc, plutôt favorable à un stockage en cuve par rapport à la couleur, à condition qu'on accepte d'augmenter un peu son SO2 total. Par rapport au profil aromatique, je vais dire que ça va dépendre beaucoup de la température de conservation. Si on a un chai que l'on est en capacité de réfrigérer, ou si son stockage de bouteilles est dans des meilleures conditions, on aura des résultats différents. Là, ce qui a été le plus préjudiciable pour la qualité, c'est une mise précoce avec une température de stockage peu favorable. Là, on a perdu un équilibre, on a gagné sur des notes d'évolution et globalement, le vin mis en mars et conservé à température plus importante, mais est celui qui s'est le plus déprécié. Voilà, donc là encore, c'est l'analyse de votre situation qui vous permettra d'essayer de faire le meilleur choix et peut-être aussi d'avoir des sélections différentes selon le potentiel de vos cuves. En guise de conclusion, on peut revenir sur quelques données
éléments échangés aujourd'hui. Donc, les vins rosés, maintenant, vous maîtrisez la vinification. Fin fermentation, on a des jolis produits dont la couleur est conforme au marché, pâle, rose, et avec un fort potentiel aromatique. Donc, tout l'enjeu, c'est de conserver ces qualités-là jusqu'à la consommation, qui malheureusement, avec la crise que nous venons de vivre, est un petit peu décalée. On voit quand même que avec des bonnes pratiques et un soin régulier, une attention particulière, on peut garder le meilleur du potentiel de ces cuves. L'élément important, c'est limiter les prises d'oxygène. Et là-dessus, on a tout un pool de bonnes pratiques pour limiter cet oxygène. Et je vais dire que ça, c'est sans conséquence ou à moindre conséquence budgétaire. Parce que si on veut jouer sur la température, qui est un élément fort, ben là, il faut parfois faire des investissements dans sa cave ou déployer des frigories. Or, le bilan carbone est une considération à prendre de plus en plus en compte. Après, notre allié, ça reste le SO2, mais le consommateur veut des vins moins riches en SO2 ou du moins avec des doses de SO2 limitées. Donc, il va falloir rogner sur les étapes de fermentation pour arriver à un élevage avec des niveaux faibles et pouvoir réajuster son SO2 si nécessaire. Et enfin, on peut aussi choisir d'avoir des vins qui évoluent un petit peu, qui ne sont pas toujours sur les agrumes et les notes amyliques. Et là, je vais dire, il faut éduquer les consommateurs à avoir des vins peut-être un peu moins frais et parler positivement de ces vins. Et tout un travail sur l'analyse sensorielle est actuellement mené au Centre du Rosé par Nathalie. Voilà, nous avons terminé ce webinaire. Nous tenons avec Mathias à disposition pour répondre aux questions que vous voulez bien poser via le chat. Merci. Merci Mathias, merci Laure pour cette présentation très complète qui relate quasiment une dizaine d'années de travaux, de la cuve jusqu'à la table du consommateur, en passant par la mise en bouteille et les obturateurs. On a reçu donc 2 ou 3 questions pendant que vous interveniez. Si d'autres participants ont des questions, faites-les connaître sur le chat. La première question porte sur d'éventuelles expériences que vous auriez conduites sur l'utilisation des levures activées en cours de conservation. Et si vous avez réalisé ces études, est-ce que vous avez pu en mesurer l'effet bénéfique? Alors, il y a plusieurs expérimentations qui ont été menées sur les levures inactivées. Le souci dans notre contexte et dans nos conditions expérimentales, c'est qu'on a parfois des conditions qui sont un peu trop bonnes. Pour tester ces produits qui protègent de l'oxydation, il faut partir évidemment de matières premières très à risque, qui le sont parfois moins dans nos conditions à petit volume, dans nos conditions expérimentales, et du coup, on observe des effets qui sont parfois limités et souvent qui sont peu généralisables. Donc, on a parfois des effets positifs sur la protection de l'oxydation, mais parfois peu d'effets. Alors, ça ne veut pas dire que ces produits ne marchent pas. Ces produits sont commercialisés, ces produits évoluent constamment, mais dans des conditions parfaites, il est difficile de savoir parfois si ces produits sont efficaces. Très bien, merci Mathias. Une question peut-être pour Laure dans le même esprit. Est-ce que vous avez testé l'influence des composés du bois en cours de conservation? Oui, effectivement, on a mené des travaux alors avec des copeaux, toutes sortes de types de copeaux en termes de niveau de chauffe ou de dose ou de type de matière. Toutefois, les essais
était très marqué par le bois. Et donc, il a été particulièrement difficile de juger de l'impact sur le maintien de la fraîcheur. Donc, ça a apporté de la complexité, ça peut apporter le consommateur vers d'autres univers, des vins pour d'autres moments de dégustation, mais sur l'évolution à proprement parler, on n'a pas pu montrer l'intérêt de l'usage des copeaux. Très bien, merci Laure. Peut-être une question pour Mathias. Est-ce qu'un sulfitage important et précoce peut conduire à des vins plus jaunes? Alors, c'est une question intéressante. Je ne pense pas qu'on ait de résultats et d'expérimentation à ce sujet. Si on veut prendre la contrepartie de cette question, si on a trop peu de SO2 et dans des conditions trop peu protectrices de l'oxydation, on va avoir des vins qui vont, des mous dans lesquels plus de pigments jaunes se développeront et des pigments jaunes qui vont rester jusqu'à la fin de la fermentation. Le souci d'un sulfitage trop important va plutôt être quant au bien-être entre guillemets de la levure. La levure va réagir à ce fort taux de sulfite avec des mécanismes de défense qui peuvent être délétères et à la qualité du vin et tout simplement à la qualité de la fermentation. Eh bien, merci Mathias. Peut-être une dernière question pour Laure. Donc, vous nous avez parlé du style de Provence au départ de l'intervention. Il y a une question qui demande si ces résultats sont adaptés uniquement au rosé de Provence ou s'ils sont généralisables au rosé d'autres régions. Alors, globalement, dans le cadre de l'étude au niveau national, on avait donc des matrices très très variées, hein, un Val de Loire, un rosé de Bordeaux, un Fronton, un rosé du Languedoc, un de la vallée du Rhône. Ils se sont tous comportés de la même façon. À l'image des graphes présentés en début d'intervention, tous les vins voient leur pigment jaune augmenter et leur fruité frais diminuer. Par contre, si on a une vision un peu plus globale du vin, une approche de type consommateur, effectivement, en fonction de la typicité du vin, on va supporter plus ou moins, ou être plus ou moins sensible à l'évolution du profil sensoriel. Un vin rosé du Val-de-Loire sur des notes de fruits rouges, ben on supporte peut-être mieux la fraise écrasée que sur des notes de petits fruits blancs délicats que l'on trouve dans d'autres régions. Donc oui, tout est généralisable. Attention, après, effectivement, il y a des vins qui s'affranchissent plus facilement de l'évolution. Allez, une dernière question et après on clôturera la séance qui vient de nous arriver. Sur la capsule à vis, qu'est-ce que vous pensez de ce type d'obturateur pour la qualité de conservation des rosés? Je peux donner un premier avis peut-être. Dans le cadre des essais, on a mené des essais avec la capsule à vis. C'est un très bon obturateur dans le sens où il est très très peu perméable. Donc, il va permettre de limiter l'apport d'oxygène dans le temps. Toutefois, la capsule à vis, il y a un grand espace de tête. Donc, si cet espace de tête, on n'est pas en mesure de réduire la teneur en oxygène au moment de l'embouteillage, ben, on laisse au contact du vin un grand réservoir à oxygène qui va déprécier le vin dans les 2-3 premiers mois et donc derrière entraîner une évolution du vin. Donc, c'est très bien à condition de maîtriser le conditionnement.